Bonsoir, ravi de vous retrouver dans votre mag, les maîtres du jeu spécial Euro. Bienvenue ici à Monaco. Nous sommes sur le Rocher, comme on a l'habitude de le dire, au bord de la Méditerranée, le long de la Côte d'Azur, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Nice. Alors Monaco, le deuxième plus petit État au monde après le Vatican. C'est dans ce havre de paix au climat méditerranéen qu'a décidé de vivre l'ancien international français William Gallas, joueur de Marseille. Il fut de Chelsea, de Tottenham, de Arsenal. Et donc il a connu 84 sélections sous le maillot bleu. Il est de bon ton de discuter avec ce genre de monsieur puisque de l'expérience, de la carrière et des anecdotes il en a à raconter. Nous allons recevoir de ce pas William Gallas. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Comment vous appréciez Monaco? La tranquillité, ce que j'ai toujours recherché en fait. D'accord. Et vous avez choisi d'y vivre après votre carrière? Oui, parce que j'ai eu l'occasion de découvrir un peu le monde grâce au football. Et j'ai trouvé que Monaco me convenait bien. D'accord. Et finalement, quelles sont vos activités dans cette ville? Pour être honnête, pour l'instant, je ne fais rien en fait. Je profite de ma pré-retraite. Je profite de m'entretenir. Ok. Parce que, vous continuez à faire du sport? Tous les jours. Très bien. Tous les jours. 2h30 de sport par jour. Ok, très bien. Et du coup, la pré-retraite, c'est quoi pour William? La pré-retraite, c'est de pouvoir profiter de sa famille, de ses enfants, de voir ses amis et de répondre présent à des œuvres caritatives. Dernièrement, j'étais à Cannes pour une soirée, pour élever des fonds pour le continent africain. Très bien. C'était une belle expérience. Très bien. Alors, l'après-foot, c'est dur à vivre pour vous, qui avez connu une carrière très remplie? Personnellement, non. D'accord. Non, parce que pendant 15-20 ans, j'ai donné tout ce que j'avais à faire. Et malheureusement, je n'ai pas pu tout réaliser. Mais à côté de ça, j'ai pu aller au bout de mes rêves. Très bien. Tout de suite, peut-être qu'on va découvrir avec vous la carte postale de Monaco. C'est une belle ville? C'est une très belle ville. Comme j'ai dit, c'est une petite ville, mais c'est une ville très discrète. On fait ce qu'on a envie de faire. Et comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai toujours recherché en fait. C'est-à-dire pouvoir me promener sans que les gens vous interpellent. Ok, très bien. Voilà, la carte postale de Monaco, c'est tout de suite avant de retrouver William Gallas. Monaco attire les regards. Monaco a la chance d'être entouré par la mer Méditerranée, tant et si bien que de n'importe où sur le rocher, on peut obtenir une vue imprenable et juste magique. Mais le meilleur endroit pour admirer la beauté du rocher est de le regarder depuis le palais princier. La marina et ses bateaux de luxe en vis-à-vis et l'horizon bleu en perspective. Le spécial Euro en compagnie donc de l'ancien international français William Gallas, avec qui nous avons pu découvrir la carte postale de la ville de Monaco. Désormais nous sommes ici à Fontvieille, un des quartiers donc sur le Rocher. Alors William, on va bien sûr parler un peu de votre carrière, notamment les derniers moments que vous avez passés en Australie. Finalement c'est le football qui vous a conduit sur tous les continents. Oui, grâce au football, j'ai pu beaucoup voyager. Ça a été une chance pour moi, en sachant que c'est pas donné à tout le monde. Ça m'a permis de découvrir certaines cultures et j'ai adoré voyager un peu partout. Alors Perth Glory, c'était le nom de votre club en Australie. Comment vous êtes arrivé là-bas? Je suis arrivé là-bas, en fait, c'est que après Tottenham, je voulais revenir en France, faire une dernière année dans un club de première division pour pouvoir partager mon expérience, pour pouvoir encadrer les jeunes. Les jeunes, ouais. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'ai essayé d'approcher Marseille, voir Monaco, mais malheureusement,
ces clubs-là préféraient prendre des jeunes joueurs. Et au dernier moment, je me suis retrouvé en Australie. Sur le coup, j'étais un peu sceptique, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert un continent que je ne connaissais pas, un mode de vie qui me convenait. C'était vraiment... Vous avez aimé? Ah ouais, complètement. Complètement, c'est une autre mentalité. Les gens sont plus relax, moins de pression. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes recherchent. Ouais, vous n'êtes pas resté très longtemps, à peine une année, pourquoi? Malheureusement, je suis resté qu'un an là-bas. J'ai voulu faire une deuxième année, mais avec les dirigeants, on n'a pas trouvé un accord. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière après Perth Glory. D'accord. Et sans regret ou avec l'impression que vous auriez encore pu jouer quelques années de plus? Pas trop de regrets parce que malheureusement j'avais quand même pas mal de blessures. J'avais des problèmes au mollet et il faut savoir dans le foot, c'est ce muscle-là qui est le plus sollicité. Et comme j'ai eu beaucoup de blessures depuis 2010, arrivé à un moment, je pense qu'il fallait dire stop. Le corps n'en pouvait plus et j'ai préféré arrêter, même si je pensais que je pouvais faire encore une année. Peut-être pas faire une saison complète, mais faire quelques matchs. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais j'ai pas trop de regrets par rapport à ça. Très bien. Alors William, on va remonter un peu le temps, commencer à revoir peut-être les temps forts de votre carrière, que vous commencez quand même en tant que professionnel au stade de Malherbe de Caen. Alors, vous avez l'âge de 18 ans à l'époque, donc vous jouez avec Caen, le club avec lequel d'ailleurs vous avez obtenu un premier titre, celui de champion de France en deuxième division. Est-ce que ça a été facile pour vous d'intégrer ce milieu professionnel? Non, il faut savoir, au début, personne pensait que j'allais faire une carrière. On me voyait jouer en deuxième division. Il faut savoir qu'avant d'aller à Caen, j'étais dans un pré-centre de formation qui s'appelait l'INF Clairefontaine. C'est là où il y a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis, dont Nicolas Anelka, Louis Saha, Thierry Henry. Si on remonte plus loin, il y a eu des joueurs comme Jean-Pierre Papin. Et vous avez fait ce centre-là alors? J'ai fait ce centre-là et en étant là-bas, j'étais attaquant. Ok. Mon entraîneur à l'époque a vu que je n'allais pas faire carrière parce que je ne marquais pas beaucoup de buts. Il m'a dit pour ma dernière année à Clairefontaine, il m'a dit de jouer derrière. J'étais pas trop chaud pour jouer là. Mais après ma troisième année à Clairefontaine, c'est là où les recruteurs de Caen ont voulu me prendre. Et quand je suis arrivé à Caen, c'est allé très très vite. J'ai fait 6 mois avec les joueurs de ma génération. D'accord. Avec des blessures en National 2, ils ont fait appel à moi. J'ai fait 6 mois avec la National 2. Ok. Et la saison d'après, j'ai intégré le groupe pro et je suis resté. D'accord. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé alors que personne ne s'attendait en fait à ce que vous y arriviez en fait. Oui, ça, il faut savoir que dans le milieu du football, il faut avoir des qualités, il faut être fort mentalement, mais il faut aussi avoir ce petit facteur chance pour pouvoir réussir. Et moi, je l'ai eu. Très bien. Donc après Caen, direction Marseille, un club que les Sénégalais affectionnent particulièrement. Là aussi, comment ça s'est passé? Comment vous avez quitté Caen, bon, en D2, et vous arrivez à Marseille, un club où il y a quand même beaucoup de pression populaire, on le sait. En fait, j'ai fait une année à Caen en D2. On est monté en première division. J'ai fait une année avec eux, mais j'ai fait que 18 matchs. Et à l'époque, je jouais avec un ancien joueur qui s'appelle Etienne Mendy. C'est lui qui m'a pris sous son aile et à l'époque il travaillait avec Pape Diouf. Et c'est là où j'ai rencontré Pape Diouf qui est venu à Caen et on a commencé à travailler ensemble. Comme il connaissait bien Marseille, c'est lui qui m'a dit de venir à Marseille. J'avais le choix entre Auxerre ou Marseille. J'ai rencontré Giroud. Le courant
n'est pas passé pour, pour des raisons. À votre niveau ou à son niveau, peut-être? À mon niveau, pour moi, c'était un peu trop strict. À mon goût, je sortais d'un pré-centre de formation, je sortais de camp. Je voulais avoir un peu de liberté. Okay. Et à Auxerre, par rapport au discours que M. Giroud a eu pour moi, je sentais que ça n'allait pas me convenir. C'est pour ça que je suis allé à Marseille. Okay. Mais ça n'a pas été facile. Ouais, ça n'a pas été facile. Marseille, comme je le dis, c'est un club assez difficile puisque les joueurs subissent une forte pression de la part des supporters notamment. Et pourtant, moi je me souviens, avec Marseille, vous avez quand même permis au club d'atteindre la finale de la Coupe de l'UEFA avec ce fameux but que vous marquez contre Manchester United. C'était en demi-finale. Ça, c'est forcément un moment fort dans votre carrière. Oui, c'est un moment fort, surtout quand vous jouez contre une équipe comme Manchester United. Avec Talma le 1-2. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Très très bonne décision de Gallas qui a percuté dans l'axe central et s'est appuyé magnifiquement pour un 1-2. Voilà. Mais c'est lui qui avait fait la boulette face à Anderson contre Lyon. C'est lui qui vient délivrer Marseille face à Manchester United. Et à l'époque, ils étaient invaincus en Champions League. Vous jouez devant 60 000 supporters, voire plus, parce que bon, malheureusement, tout le monde n'a pas pu rentrer dans le stade. Et quand vous mettez ce but, vous sentez que... Un très beau but d'ailleurs. Un très beau but, bon. Oui. Mais si les techniciens revoient ce but, ils vont vous dire tout de suite, bon voilà, c'est un pointu. Oui. Mais il y a eu avant, il y a eu une passe, une demande, un appel. Donc, oui, c'est vrai que l'action était bien menée pour un défenseur en plus. Était bien menée, surtout qu'à l'époque, j'avais les jambes pour courir, pour faire des allers-retours. C'est ce qui m'a permis de me retrouver devant. Grâce à une passe de Stéphane Dalma, j'ai pu mettre mon petit pointu. Et là, vous avez retrouvé vos vertus d'attaquant. Voilà, on va dire ça. On va dire que sur une fraction de seconde, voilà, j'ai ressenti ce poste-là et je ne me suis pas posé de questions. On vous sent heureux même, rien qu'à l'idée d'y repenser, on sent que vous êtes content. C'était un bon moment. C'était un bon moment, vous savez, surtout quand vous êtes défenseur, quand vous mettez des buts, c'est pas donné à tous les défenseurs de marquer. Mais quand vous vivez ça, vous avez 60 000 supporters qui exultent votre nom. Vous avez le stade qui tremble. Ouais, c'est clair. C'est quelque chose à vivre. Ouais. Je dirais aux défenseurs, c'est pour ça que le conseil que je leur donne, c'est oui, de bien défendre avant tout. Ouais. Mais s'ils ont l'occasion de se retrouver devant, que ce soit sur un corner, sur un coup franc, il faut y aller. Et essayer de mettre ce but parce que c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui permet aussi de dire ok, c'est un bon défenseur, mais il peut marquer aussi. Tout à fait. Alors 2001, donc vous restez de 97 à 2001, en dehors de ce moment, donc finale de l'UEFA que vous perdez malheureusement. Mais voilà, Marseille pour vous, qu'est-ce que ça représente? À Marseille, c'est le club, je pense, où il faut aller. Si on veut vivre des moments forts, il faut aller à Marseille. Vous avez Marseille, vous avez aussi le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est ces deux clubs-là qui peuvent vous donner cette pression qui va vous permettre, après, pour votre carrière, d'aller dans n'importe quel club. Okay. Quand je suis parti de Marseille pour aller à Chelsea, je peux dire que j'étais blindé au niveau pression. Chelsea ne m'a pas fait peur. Ça n'a pas été évident au début parce qu'il faut un moment d'adaptation. Mais après, au niveau pression, zéro. Zéro. Mentalement, vous étiez fort? Mentalement, j'étais fort, surtout après ce que j'ai vécu à Marseille. Ma première année à Marseille a été très difficile. J'ai été reclassé amateur. Il a fallu que je me batte. Il a fallu que je sois fort mentalement pour rester dans ce club et pour montrer à Roland Courbis, qui était l'entraîneur à ce moment-là, que j'avais ma place à Marseille. D'accord, très bien. Donc c'était une bonne préparation pour aller en Première Ligue. Qu'est-ce que vous inspire l'actuelle situation de Marseille? C'est dommage, surtout vu le passé de ce club. C'est un club qui peut vous faire vibrer, c'est un club qui peut faire vibrer la France. Ce club-là l'a fait par le passé. Depuis
on va dire une année, depuis un an ou deux, Deux saisons, c'est difficile. c'est très difficile pour ce club-là. Il faut qu'on retrouve Marseille en haut de l'affiche. Il faut qu'il y ait... Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'environnement? Mais l'environnement a toujours été comme ça à Marseille. Maintenant, comme j'ai dit, il faut être fort mentalement pour arriver là-bas. Je pense que le club ou l'entourage se pose les bonnes questions. S'ils veulent voir Marseille en haut de l'affiche et voir faire partie de ces grands clubs au monde, il faut revoir certaines choses. Il faut attirer à nouveau ces grands joueurs parce que depuis quelques années, vous n'avez plus de grands joueurs parce que malheureusement, il y a des choses qui se passent à Marseille et les joueurs ne veulent plus aller là-bas. Ok, très bien. Et vous pensez que le fait de revendre le club, ça peut être une porte de sortie pour... Ça peut l'être, mais maintenant, il faut retrouver un acheteur. C'est ça le problème qui va se passer. Et un bon investisseur, tout à fait. C'est ça qui va le problème qui va se poser à Marseille. C'est de retrouver un investisseur qui est prêt à mettre ses billes dans un club. Qui est prêt à mettre ses billes et qui est prêt à accepter la pression parce qu'il va avoir une certaine pression aussi. Tout à fait. Alors William, nous revenons un peu à vous. Donc Caen, Marseille, ensuite vous allez en Angleterre, vous l'avez dit. Et en fait, quand on regarde votre carrière, ce qui est attirant en tout cas, c'est que vous avez joué dans les 3 clubs de Londres, que ce soit Chelsea, Arsenal, Tottenham. En fait, et ces 3 clubs rivaux. Et ces 3 clubs également, vous avez porté le brassard de capitaine. Oui, à la base, ce n'était pas voulu. À la base, je voulais faire toute ma carrière à Chelsea, comme ça a été le premier club qui m'a reçu. J'ai vécu des bons moments avec Chelsea, j'ai gagné des titres avec eux. Champion d'Angleterre notamment. Champion d'Angleterre, j'ai fait des demi-finales. J'ai gagné la League Cup, Community Shield. J'ai eu l'occasion de rencontrer 2 grands entraîneurs, Claudio Ranieri dans un premier temps. Après, ça a été José Mourinho. Pour moi, ça a été que du bonheur. Et malheureusement, en 2006, bon, ça s'est pas terminé, ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. On a dû se séparer. C'est pour ça qu'après, je suis allé à Arsenal. Pourquoi vous vous êtes séparés? C'était un problème de... Malheureusement, ça a été je pense qu'il n'y a pas eu... on ne s'est pas entendu au niveau, on va dire, au niveau contrat, au niveau masse salariale. Ce qui arrive à presque à tous les joueurs. Quand ils sont en fin de contrat, ils essayent de renégocier. Oui. Peut-être à l'époque, je n'ai pas peur de le dire, peut-être je n'ai pas été assez patient parce que moi j'ai mis certaines choses en avant. J'ai toujours été fidèle à ce club, j'ai toujours tout donné à ce club. Et pour moi, par rapport à ce que je demandais, j'estimais que ce n'était pas, pas le plus gros salaire à l'époque. Il y avait beaucoup de joueurs qui touchaient plus que moi. Et malheureusement, je n'ai pas senti ce retour. Et je suis quelqu'un qui marche à l'affectif. À l'affect, ouais. Et malheureusement, j'ai pas ressenti ça. Et après, Vous êtes senti un peu vexé? Je me suis senti vexé quand on a remis mon numéro, qui était le numéro 13 à l'époque que je portais à Chelsea. On l'a remis à Michael Ballack sans que je le sache. Et j'étais encore à Chelsea. Quand j'ai vu ça, et j'étais en Guadeloupe à l'époque parce que j'étais en vacances encore, c'était après la Coupe du Monde 2006. 2006, oui. Quand j'ai vu ça, ça m'a fendu le cœur et là j'ai dit non, je peux plus rester. Et vous êtes parti sur un coup de colère, quoi? Pas vraiment un coup de colère parce qu'au départ, je voulais partir, mais je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Très bien. Arsenal, comment ça se passe? Bon, on sait que c'est une équipe qui court depuis quelque temps derrière des titres. Hein. Je pense qu'avec vous aussi, ça n'a pas trop évolué, mais on parle en fait d'un club assez familial, assez sympathique aussi. C'est un club très familial, très sympathique. Ils ont de grandes valeurs, des valeurs qui sont très très importantes. Et
Et ces valeurs-là, on les retrouve plus dans les grands clubs. Tout à fait. Malheureusement, c'est vrai, comme vous l'avez dit, ça fait des années que Arsenal essaye de gagner la Première Ligue. Le problème, c'est que, arrivé un moment, je pense qu'il va falloir qu'ils investissent un peu plus d'argent pour attirer, pour ramener des joueurs d'expérience et de grands joueurs. Il faut qu'il y ait un peu ce mix entre les joueurs d'expérience et les jeunes. Maintenant, dans le football, on préfère investir sur les jeunes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais malheureusement, ce n'est pas les jeunes qui vont vous ramener les titres. Il vous faut des joueurs d'expérience. C'est pour ça qu'à une époque, les clubs étaient très très forts pour ça. C'était d'avoir un effectif de 24 joueurs et d'avoir plus de joueurs d'expérience que de jeunes. Et ces jeunes-là rentrent dans ce groupe-là. Ils apprennent. Et ils apprennent. Et quand ils commencent à être des titulaires, ce sont des titulaires affirmés. Malheureusement, là, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualités, mais qui n'ont pas cette expérience-là. Est-ce qu'on n'a pas tendance aussi à trop vieillir les joueurs parfois? Peut-être. À partir, parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre des joueurs de 22 ans, 23 ans, qu'à la limite, quand vous avez 28 ans, on commence à vous... Mais ça, c'est un problème de business. C'est le business qui rentre en jeu maintenant. Vous prenez un jeune joueur de 22 ans, ou voire même plus jeune, qui a des qualités, tout de suite on le met dans un groupe pro, on le fait jouer. Pourquoi? Parce qu'on va le voir jouer, et il y a d'autres grands clubs qui vont vouloir l'acheter. Et maintenant, au niveau des transferts, on voit que c'est des choses des sommes faramineuses. Mais bon, ça c'est le football qui est comme ça maintenant. Très bien. Mais c'est vrai qu'à Arsenal, j'ai passé 4 ans là-bas. J'ai réussi à m'intégrer dans ce club qui n'était pas évident parce que je venais de Chelsea. Grâce à l'entraîneur Arsène Wenger et aux joueurs, j'ai pu m'adapter et je me suis senti bien là-bas. Très bien. Alors, William, je disais que donc, dans ces 3 clubs, vous avez été un capitaine. Finalement, vous êtes un joueur qui a su fédérer autour de lui. C'est par rapport à votre caractère. Comment expliquer que chaque fois, les entraîneurs quand même vous fassent confiance et vous donnent ce brassard de capitaine? Je pense qu'avant tout, c'est par rapport à c'est par rapport aux prestations. Je pense que la première chose qui a parlé en ma faveur, c'est mes prestations sur le terrain. Après, d'avoir le brassard de capitaine, ça n'a jamais été quelque chose que vous recherchez. Que je recherchais. Il a fallu que je montre mes qualités sur le terrain. J'ai toujours été un joueur compétiteur. C'est-à-dire pour moi, quand on est sur un terrain, on est là pour jouer pendant 90 minutes, voire au-delà, et de tout donner et de se battre sur tous les ballons. Et je pense que c'est par rapport à ça que on a voulu. C'est peut-être par rapport à ça que les entraîneurs ont voulu que je sois capitaine. Après, en dehors de ça, il faut savoir que le rôle de capitaine, c'est aussi un boulot. Ça veut dire il faut gérer le groupe, le vestiaire. Il faut gérer le vestiaire, il faut être un bon exemple. Je ne vous cache pas que je n'ai pas été un bon exemple pendant les années que j'ai passées dans ces clubs-là. Mais pour moi, ça a été une expérience. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas été un bon exemple? Je n'ai pas peur de le dire. C'est vrai que par exemple à Arsenal, il m'est arrivé d'arriver des fois en retard à l'entraînement. Et quand vous êtes capitaine, c'est pas le bon exemple à donner aux jeunes. Après, vous avez l'air aussi d'avoir un caractère fort. Très fort. Très fort. Et le problème, ça m'a peut-être un peu desservi dans le milieu du football. Très bien. Pas beaucoup de diplomatie. Le
c'est pas un problème, c'est ma personnalité. Mais j'ai constaté en fait que dans le football, il faut être diplomate, il faut pas dire toujours tout ce qu'on pense. Oui. Et ça, c'était pas moi. C'est comme tout. Si on me juge, et on m'a jugé pendant des années par rapport à mes prestations, il a fallu que je l'accepte et j'ai pas peur d'accepter les critiques. Si j'étais bon, j'étais bon. Si j'ai pas été bon, je l'accepte. Ben là, c'était pareil pour moi sur certaines choses. Si je voyais qu'il y a des joueurs qui donnaient pas le maximum, je le disais. Si je voyais qu'au niveau tactique, on n'était pas bien en place et on avait du mal, je le disais aussi. Okay. Mais malheureusement, oui, comme je dis, ça m'a un peu desservi. Parfois, ça n'a pas été bien perçu. Alors, Londres, quand même, c'est resté votre club de cœur, votre ville de cœur, pardon. Oui. Et comment les supporters, en fait, sachant que sûrement ils savent que voilà, vous avez joué et pour Chelsea, et pour Arsenal, et pour Tottenham, comment les différents supporters parfois réagissent? Ils sont sympas, ça ne pose pas plus de problèmes que ça? Non, ils ont bien réagi. Quand je les rencontrais dans la rue, j'ai jamais eu de gros problèmes avec eux, à part une fois. Mais sinon, ça s'est bien passé. Les fans de Chelsea je pense, l'ont mal vécu le fait que je parte à Arsenal, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi vraiment j'ai quitté le club. Quand ils ont su le fin mot de l'histoire, ils m'ont un peu pardonné entre parenthèses. Mais chaque fois que je me baladais en ville, comme je l'ai dit, j'ai jamais eu de problème avec les fans. Il y en a qui m'ont regretté parce que j'étais parti dans l'équipe, dans le club ennemi. Et ils auraient voulu me voir rester dans leur club. Très bien. De 2005 à 2015, jamais le titre n'a été remporté en dehors des 4 clubs là, du Big Four. Cette année, c'est Leicester qui remporte le titre de champion d'Angleterre. Vous avez l'impression que la Première Ligue est en train de prendre une nouvelle tournure, en tout cas par rapport à la présence des forces? Je dirais que cette année, le fait que Leicester ait gagné le championnat, ça a montré à beaucoup de personnes qu'il ne suffit pas d'avoir vraiment, il ne suffit pas que d'investir ou de dépenser beaucoup d'argent pour gagner un titre. Tout à fait. Leicester a montré certaines valeurs, des valeurs peut-être qui se sont perdues dans le milieu du football parce qu'arrive un moment, l'argent a commencé à prendre le pouvoir. Et vous savez, quand vous êtes sur un terrain, quand vous avez à jouer 38 matchs dans une saison, il faut se battre pendant 90 minutes. Sur chaque match? Sur chaque match, surtout en Angleterre, parce que tous les matchs sont très 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 difficiles. Tous les matchs, c'est un combat, parce que vous rencontrez des joueurs qui vont tout donner. Alors William, on va faire la transition, parler un peu aussi de l'équipe de France. Forcément, c'est une équipe pour laquelle vous avez beaucoup donné, 87 sélections, quand même mine de rien. On dit que voilà, vous êtes jusqu'ici le 11e joueur le plus capé chez les Bleus. Vous avez marqué 5 buts pour un défenseur. Mais vous n'avez jamais remporté de titre avec cette équipe de France. Non, malheureusement non. J'ai gagné la Coupe de Confédération. Oui. Mais en voilà, 2003. En 2003, ouais. Voilà la satisfaction que j'ai pu avoir avec l'équipe de France de soulever une petite coupe, on va dire. Ouais. Mais le football, comme je l'ai dit au départ, dans le football, il faut avoir cette chance, il faut être là au bon moment. On était à ça de remporter la Coupe du Monde en 2006. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Ça m'a permis de faire quand même de faire une belle carrière en équipe de France,
d'avoir 80, 84 ou 85. 87. 87, vous êtes sûr? Oui, bon. Moi, je dirais 84. D'accord, je vous fais confiance. Je dirais 84. D'accord. Mais voilà, pendant ces 84 sélections, ça a été un honneur pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer de grands joueurs, de passer du temps avec eux et aussi de jouer pour mon pays. Tout à fait. C'est des choses, voilà, quand vous êtes gamin, Ils ont rêvé. c'est quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et pour moi, par rapport à tout ça, voilà, j'ai réalisé tous mes rêves. Très bien. À la base, mes rêves, c'était pas de soulever des coupes. À la base, C'était juste d'être professionnel. D'être professionnel en première division, de porter le maillot de l'équipe de France et d'être le meilleur défenseur. Ok. Vous avez fait tous ces trois-là. J'ai réalisé ces 3 rêves. Très bien. Donc vous êtes content. Je suis fier. D'accord, tant mieux. Alors, 2006 justement, avec Lilian, vous formiez, je pense, la paire centrale. Vous avez encaissé que 3 buts. Durant toute la compétition, vous aviez une défense forte. Moi, je me souviens en 98 aussi, ce qui faisait un peu la force de l'équipe de France, c'était sa défense. 2006, pareil. Cette année, on a l'impression que finalement, le maillon faible de cette équipe de France, c'est sa défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, je suis d'accord parce que pendant des années, à part Raphaël Varane, qui sort du lot pour moi, qui est vraiment le joueur clé de cette défense, à part ce joueur-là, il n'y a aucun des joueurs qui est sorti par rapport aux prestations pour dire voilà, je forme cette charnière centrale avec Raphaël Varane. Même Koscielny, bon, maintenant oui. Qui fait de belles prestations avec Arsenal. Oui, maintenant oui. Mais avant, on a vu des joueurs comme Joachim Mangala, on a vu Mamadou Sakho, on a vu Laurent Koscielny. Quand vous regardez un peu les matchs de l'équipe de France, parmi ces 3-là, il n'y en a jamais un qui est sorti vraiment du lot. Parce qu'en général, oui, que ce soit l'équipe de France ou que ce soit les équipes en club, il faut que vous ayez cette charnière centrale. Il faut l'avoir dès le départ. Auparavant, en équipe de France, on a pu voir un Laurent Blanc avec Marcel Desailly. On savait que c'était eux la charnière centrale. Après, pour la Coupe du Monde 2006, ça a été Lilian Thuram et moi. Vous avez besoin d'une charnière comme ça. Alors, cette équipe de France, c'est vrai, bon, voilà, le maillon faible, peut-être ça va être la défense, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs et des joueurs de talent. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle peut aller jusqu'au bout de cette compétition? J'espère, mais je pense qu'avec ces jeunes joueurs, surtout les jeunes qui sont un peu fougueux, vous savez, et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça, on a besoin de rêver à nouveau, on a besoin de voir des joueurs, surtout en attaque, qui ne réfléchissent pas, des joueurs qui sont culottés, qui vont provoquer, qui vont donner sur le plan offensif, qui vont pouvoir faire certains gestes techniques, certaines phases. Donc du coup, vous regrettez la non-sélection de Ben Arfa alors? Si je vous entends par rapport à... Ah non, pas du tout. Ben Arfa, pour moi, même s'il a 28 ans, pour moi, il devait être dans cette liste de 23 joueurs. Pourquoi? Parce qu'il a fait quand même une très très belle saison. 17 buts avec, je crois, peut-être 10 passes, voire 11 passes décisives. C'est un joueur, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui. C'est un joueur qui est extraordinaire. Un contre un, il peut éliminer n'importe qui. Maintenant, il y a un sélectionneur. Il faut accepter le choix du sélectionneur. Mais c'est vrai que Ben Arfa, oui, aurait pu faire partie de cette liste de 23. Très bien. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont là,
qui vont pouvoir peut-être donner satisfaction aux sélectionneurs et j'espère, comme je l'ai dit, vont pouvoir nous faire rêver parce qu'on a besoin de ça. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de joueurs d'expérience, surtout pour ce genre de compétition, surtout quand vous jouez à la maison. Parce qu'il va avoir une autre pression. Le fait de jouer ce championnat d'Europe en France avec son public. Il va falloir gérer cette pression. Ça va pas être facile. J'imagine. Mais est-ce qu'on a réellement des joueurs d'expérience en ce moment dans cette équipe? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes. Peut-être qu'il y en a certains qui sont là depuis quelques temps, mais pas autant que ça. Derrière, on va dire... en train de réfléchir même en ce moment. Si on prend ligne par ligne, vous avez gardien de but, Hugo Lloris, qui est le meilleur gardien, qui est un des meilleurs gardiens au monde et qui est le meilleur gardien au milieu de terrain. Blaise Matuidi et Pogba, qui sont des joueurs extraordinaires. Et après, devant, il y a peut-être un petit hic, si je puis dire. Oui. Parce que comme je dis, pour ce genre de compétition, on aurait peut-être voulu se reposer sur un joueur comme sur Karim Benzema. Parce que c'est peut-être le meilleur joueur, le meilleur attaquant français à ce moment-là. Mais malheureusement, on sait pourquoi il n'a pas été pris. C'est pour des problèmes extra-sportifs. Mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je pense que ça va être un peu juste. Ça va être un peu juste quand il va falloir rencontrer des équipes comme l'Allemagne, par exemple, l'Espagne, la Belgique, même voir les Anglais. Tout à fait. Parce qu'arrive un moment quand le jeu va être un peu serré, on va vouloir compter sur les joueurs d'expérience pour pouvoir faire la différence. Et c'est là où on a besoin de joueurs comme ça. Moi, à mon époque, vous pouvez compter sur un joueur comme Zinedine Zidane, Claude Makelele, Lilian Thuram, Patrick Vieira. On avait besoin de ces joueurs-là. Moi, je sais que derrière, je pouvais me reposer sur un joueur comme Lilian Thuram, parce qu'il avait les épaules pour tout gérer. Donc c'est ça qui va faire un peu la différence. C'est ce qui va faire la différence, surtout dans les phases finales. Alors, on va parler toujours de cette équipe de France. Aujourd'hui, quel est le rapport que vous entretenez avec cette sélection? Vous êtes complètement coupé? Vous avez quand même des gens avec qui vous êtes resté en contact? Il vous arrive de discuter avec Didier Deschamps? Non, même pas, non. Je suis devenu un supporter. C'est-à-dire que je regarde les matchs de l'équipe de France devant ma télé. Je les supporte. Ça m'arrive des fois de sauter de mon canapé. Le départ de la sélection n'a pas été très gai. Mon départ? Oui. Non, malheureusement. Malheureusement, 2010, non. Ça s'est pas fini comme je l'aurais voulu. C'est pour ça qu'en 2011-2012, je me suis battu à nouveau avec mon club qui était Tottenham. Je pense que les gens ont été durs envers moi après cette Coupe du Monde 2010. On m'a jugé, on a dit que j'étais un peu le leader de cette grève, ce qui n'a pas été le cas. Vous n'avez jamais démenti? Si, un peu. J'ai démenti par rapport, dans des interviews. Il y a eu une enquête après cette Coupe du Monde. On m'a questionné, la fédération m'a questionné, voulait savoir ce qui s'est passé. Après cette enquête, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui ont été sanctionnés. Je ne l'ai pas été. Ça a prouvé que j'étais pas un leader. Et derrière ça, comme je l'ai dit, je me suis remis au travail pour un peu, on va dire, laver mon image, parce que comme je l'ai dit,
pendant une période, on a beaucoup parlé de moi, on m'a beaucoup sali et je voulais revenir en équipe de France, voilà, parce que il faut savoir aussi que sur le plan sportif, j'ai pas fait une belle Coupe du Monde. Ouais. Au contraire, je suis passé à côté. Tout comme Ça, les autres comme tous les autres coéquipiers. Bah, ça, vous le reconnaissez. Je l'ai reconnu. Quand on m'a critiqué par rapport à mes prestations, je n'ai jamais rien dit par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai voulu revenir pour montrer que ça a été une erreur. Mais comme j'ai dit, malheureusement, on ne m'a pas donné cette possibilité et je pense que je le méritais par rapport à mes prestations. Tout à fait, pas par rapport à autre chose. Voilà. Voilà, la mise au point est faite. Alors William, on va bientôt terminer cet entretien. Moi, je voulais juste savoir vos liens quand même avec le continent africain, parce que vous savez, c'est une émission quand même qui va être diffusée au niveau de la chaîne TFM. Donc voilà, est-ce que vous connaissez le Sénégal? Comment vous le connaissez? Est-ce que vous y venez? Je connais le Sénégal. Là, ça fait à peu près 3 ans que je vais là-bas chaque année. J'ai ma fille, c'est une ado, c'est-à-dire que je me dois d'aller la voir une fois par an au Sénégal. Mais je la vois souvent parce qu'elle vient souvent me voir quand elle est en vacances. On va un peu, on voyage un peu, on essaie de se retrouver tous les deux pour partager certaines choses. Bien sûr. Après le Sénégal, oui, je connais un peu le Sénégal. Je ne dirais pas que je connais très très bien le Sénégal. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que j'adore le repas sénégalais. À la base, mon plat préféré, c'était le yassa au poulet. Maintenant, c'est le dibi. Ah, d'accord. Depuis l'année dernière, j'ai mon meilleur ami qui est Étienne Mendy. C'est lui qui m'a fait découvrir ce plat-là. D'accord. Et depuis maintenant, je suis, dès que je peux aller dans un restaurant sénégalais, dès que je peux manger un bon dibi, je ne m'en prive pas. Très bien. Sinon, vous êtes un homme heureux, William, maintenant que voilà, le foot c'est derrière, il faut reconstruire une autre vie. Vous êtes bien? Je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à me plaindre. Après une longue carrière, la reconversion n'est jamais facile. Simple, oui. Il faut trouver quelque chose qui nous donne envie de se lever le matin et d'aller faire ce qu'on a envie de faire avec le cœur. Ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite. On va dire que je suis un jeune retraité. Je profite de cette, on va dire, de cette semi-retraite. Je n'ai pas envie de rester comme ça toute ma vie, parce qu'arrive un moment, on sent qu'on a besoin de travailler, on a besoin peut-être de faire, de partager son vécu, surtout avec les jeunes joueurs qui commencent à percer dans le milieu du football, peut-être les conseiller, parce que voilà, le milieu du football, c'est un milieu qui est pas facile. Non, pas facile, vous savez. Il faut savoir que tout ce qui est en dehors du terrain, malheureusement, on peut être mis en danger. Et voilà, peut-être le fait d'être toujours sous la lumière et... C'est pas facile. C'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir gérer, quoi. Il faut pouvoir gérer, il faut être il faut avoir un bon entourage. Et en général, on pense toujours qu'on a un bon entourage, mais c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. En tout cas, ça a été un énorme plaisir et de nous entretenir avec vous. Merci de nous avoir reçus ici à Monaco. Et bonne continuation. Merci beaucoup, merci de m'avoir interviewé. En sachant que j'aime pas trop les interviews. Voilà, donc, mais pour le Sénégal,
j'ai dit oui. D'accord, merci beaucoup William. Merci à vous. Voilà, donc c'était les maîtres du jeu spécial Euro avec William Gallas, ancien international français. Je me trompe, j'ai envie de dire ancien international sénégalais, c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup à Sambakor qui nous a accompagnés. Merci aussi à Ousmane Dabo. Merci à Hamza Diallo qui est à la caméra. Je remercie aussi Lily Coiffure et je remercie Euraipass. Vous savez, avec Euraipass, vous pouvez vous déplacer très facilement en France et vous pouvez réserver vos billets depuis donc les agences à Dakar. Il suffit juste de vous rendre dans une agence, de prendre votre billet de train et une fois arrivé à Paris, vous pouvez vous déplacer un peu partout dans la France et donc ça ne coûte pas cher, c'est pratique et ça vous permet de découvrir plein de paysages un peu partout et vous roulez à 360 km/h. Excellente soirée et à très bientôt. Merci.